d'accomplir un certain nombre de démarches. Je pense en particulier aux cartes d'identité, aux passeports, à d'autres types de soutien. Et là, je dirais que ça dépend. Si la situation est urgente, si le besoin d'un document est urgent, alors nous pouvons donner à cette demande d'abord un caractère prioritaire parce que la file d'attente est longue, et ensuite, en fonction du sujet, soit faire venir le ou la compatriote dans les locaux du consulat, c'est tout à fait possible, ça n'est possible que sur rendez-vous, et bien sûr selon des conditions et un protocole de sécurité approprié, mais c'est possible. Et puis il y a un certain nombre de choses, et encore une fois ça dépend du type de document, ça dépend de la qualité de la demande, qui peuvent se faire à distance. En tout cas, pour faire une longue histoire courte, comme on dit ici, nous essayons de fournir des services qui soient aussi personnalisés que possible, et toute demande, nous l'invitons à la faire par mail, à une adresse qu'on va vous redonner tout à l'heure, et je peux vous garantir qu'il y aura une réponse dans les 24 heures et que nous ferons tout pour faciliter la satisfaction de ce besoin. Encore une fois, il y a des besoins qui sont absolument impérieux et urgents, ils sont traités tout de suite. Il y en a d'autres qui sont urgents sans être nécessairement extrêmement urgents, et on demandera aux compatriotes, si c'est si nécessaire, d'attendre un petit peu. Et puis, il y a des demandes qui ne sont peut-être pas à faire tout de suite. Ça dépend du besoin, notamment un besoin éventuellement de voyage, et auquel cas, il est possible qu'on vous demande d'attendre un petit peu. Très bien, merci. Un petit mot sur les élections. Alors, sur les élections, nous parlions des élections des conseillers consulaires, c'est-à-dire les 4 représentants des Français du Midwest qui sont élus par les Français qui sont résidents dans le Midwest. Ce qui était prévu cette année pour la première fois, et c'est une excellente nouvelle, c'était d'avoir un vote électronique. Nous avions anticipé d'avoir uniquement un bureau de vote physique à Chicago pour permettre aux Français de Chicago qui le souhaitent de venir voter. Mais tous les autres Français, quel que soit leur lieu de résidence dans le Midwest, avaient la possibilité de voter de manière électronique, ce qui quand même facilite les choses. La crise du Covid-19 est passée par là, et dans le cadre du réaménagement du calendrier électoral en France, alors il y a eu les municipales, on en a entendu parler, mais aussi les sénatoriales, eh bien, les élections dites consulaires ont été reportées. Il est vraisemblable qu'elles soient reportées d'une année, même si la date définitive n'a pas encore été arrêtée. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas d'élection des conseillers consulaires au cours de l'année 2020. Donc les 4 élus, qui sont les 4 élus sortants, voient leur mandat prolongé. Très bien. Merci. Pour la deuxième question, au fait que vous avez mentionné Minneapolis, ça concerne ça, c'est en considération des récents événements à Minneapolis, la mort de George Floyd et les protestations parfois violentes qui ont suivi. Y a-t-il des raisons particulières de craindre pour la sécurité des ressortissants français dans la région? Il faut toujours prendre ses précautions, et puis c'est intervenu au moment où on entrait, je dirais, dans une nouvelle phase, une phase de transition dans l'épidémie du coronavirus. Ce matin, je me suis rendu devant ce qui devient un sanctuaire, en fait, un mémorial de George Floyd dans un quartier sud de Minneapolis, et c'est une scène extrêmement émouvante. Toutes les personnes qui passent là en ressortent totalement remuées. Il y a beaucoup de monde. C'est d'ailleurs réconfortant de voir des familles américaines, et peut-être pas seulement américaines, de tous les âges, de toutes les couleurs, qui viennent se recueillir. C'est très fort. Et je pense que c'est à l'image de l'Amérique, qui peut offrir des choses extrêmement violentes, nous le savons tous, mais aussi un pays qui reste optimiste malgré tout, et qui est capable de se rassembler, de se surpasser. Moi, je ne veux pas entrer dans le débat. Le débat, il appartient aux Américains. Mais je considère que nous sommes aussi partie prenante du débat, parce qu'il y a des sujets qui sont discutés aujourd'hui aux États-Unis, qui font écho à des sujets qui sont aussi discutés en France. Et d'une certaine manière, on doit tous se sentir concernés. Hier, le Premier ministre Édouard Philippe a bien dit que l'émotion était mondiale. Et je crois que ça reflète la réalité. Alors, bien sûr, tout le monde a été inquiet les premières nuits, notamment à Minneapolis, et notre consul honoraire
Je veux saluer la présence ce soir du consul honoraire de France pour le Michigan, Jean-Mal Bevaker. Notre consul honoraire à Minneapolis, Christina Selander-Bouzouina, vit dans les quartiers qui ont été incendiés. Et nous avons fait un tour de ces quartiers tout à l'heure, c'est extrêmement impressionnant. Et pour tout dire, les gens ont eu peur pendant 2 nuits. Fort heureusement, la situation est redevenue sous contrôle et les choses se sont calmées, non seulement à Minneapolis, mais au fait dans l'ensemble des lieux de manifestation et de rassemblement aux États-Unis. Donc, non, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Il faut toujours prendre ses précautions. Nous conseillons bien naturellement à nos compatriotes d'éviter les rassemblements. Alors, il y a des compatriotes qui sont franco-américains, qui peuvent se sentir encore plus concernés. Moi, je ne suis pas là pour leur dire ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Mais en tout cas, je dois les appeler naturellement à la vigilance, à éviter autant que possible des rassemblements qui pourraient mal tourner. Mais fort heureusement, je crois que la situation est redevenue sereine, tout en maintenant la mobilisation et notamment, bien sûr, la protection des droits constitutionnels du peuple américain. Très bien. Lisa, je vais te demander de lancer le premier sondage, si tu le peux. Alors, c'est un sondage à l'attention de tous, hein, et vous avez bien compris que le sujet des voyages était un sujet de très forte actualité. Je vous demande si vous envisagez un voyage en France dans les 3 prochains mois. Oui, non, ne sait pas encore, et vous pouvez taper sur l'icône en fonction. Elisa, tu peux partager les résultats une fois qu'ils sont disponibles. Bon, ils ne sont pas tous complets, mais je pense qu'on a un panel assez... Voilà. D'accord, très bien. Donc, 54% de nos auditeurs envisagent un voyage en France dans les 3 prochains mois. Donc, à plus de la moitié, la majorité des ressortissants français. C'est un sujet qui est très présent dans la communauté. Donc, Guillaume, quelle information pouvez-vous partager avec nous sur les conditions sous lesquelles les Français vont pouvoir rentrer en France sans été? Qu'en est-il de leurs conjoints et de leurs enfants s'ils n'ont pas la nationalité française? Vous avez parlé des Franco-Américains, mais il y a des couples mixtes, des familles mixtes avec d'autres nationalités. Et y aura-t-il une quarantaine ou une quatorzaine à l'arrivée? Alors, il y a d'autres questions qui suivent, mais on va peut-être commencer par celle-ci. Oui, c'est une question totalement légitime et je remercie du sondage parce que ça nous donne aussi à nous, consulat, des indications sur les intentions de nos compatriotes. Nous-mêmes, au consulat, nous sommes aussi, pour certains, partagés, avec bien sûr l'envie, le besoin de retrouver la famille en France et puis à côté de ça, des contraintes liées notamment au caractère un peu imprévisible des choses. Il y a du mieux, il y a du positif. Si on rembobine, il y a 2 mois, pratiquement tous les vols étaient suspendus. Il restait quelques vols au début de la crise entre Détroit et Paris, Chicago et Paris, et puis à un moment donné, tout s'est arrêté. Et là, on nous annonce la reprise de vol Air France, de vol Delta qui vont revenir progressivement. Donc on voit bien que les acteurs, notamment du marché, anticipent une reprise des choses. Mais du point de vue de la réglementation et de l'accès au territoire français, les choses pour le moment n'ont pas évolué, c'est-à-dire que seuls les ressortissants français et leurs familles peuvent rentrer en France. C'est aussi possible pour les Américains qui ont une résidence permanente en France. Et réciproquement, ne peuvent entrer sur le territoire américain que les ressortissants américains, les personnes qui sont titulaires de cartes vertes. Ça exclut malheureusement un certain nombre de nos compatriotes, et je pense à ceux en particulier qui ont le droit de rentrer en France, mais qui pourraient, s'ils rentraient en France, s'exposer au risque de ne plus revenir aux États-Unis. Il y a des familles qui sont séparées, il y a des familles qui peuvent être en difficulté. Donc, surtout quand vous avez des questions personnelles, et j'insiste, n'hésitez pas à nous contacter.
en expliquant la situation de votre famille, en particulier si dans un couple, il y a une personne de nationalité française et l'autre personne n'est pas de nationalité française. Le principe, c'est que les conjoints et les familles ont le droit, mais il est préférable et même hautement recommandé de voyager avec un certain nombre de documents, idéalement le livret de famille français, parce que ça, c'est reconnu par les fonctionnaires de police à l'arrivée à Roissy ou ailleurs. Mais à défaut, il y a d'autres pièces qui peuvent être jointes qui peuvent faciliter les choses. Comment les choses ont évolué? Espérons qu'on ait une amélioration rapide, mais là, je forme un espoir et je ne suis pas en mesure de pouvoir le dire avec précision. Ce que je peux dire avec précision, c'est qu'à compter du 15 juin, les frontières intérieures à l'Union européenne, entre la France, la Belgique, la France, l'Allemagne, la France, l'Espagne, vont rouvrir. Donc, c'est une première étape, même si ça ne nous concerne pas directement. Et que, aux alentours du 15 juin, les pays européens vont définir un plan de réouverture des frontières extérieures de l'Union européenne. Et là, ça nous concerne à compter du 1er juillet. Nous ne savons pas aujourd'hui si l'Europe va rouvrir ses frontières vis-à-vis des États-Unis le 1er juillet. Mais la position de la France, c'est que nous soyons en mesure au 1er juillet de savoir à peu près à quelle date, quelle partie du monde va commencer à pouvoir renouer ses contacts avec la France. Cette décision, elle est prise selon des critères sanitaires et naturellement, l'évolution de l'épidémie aux États-Unis et les chiffres d'évolution de l'épidémie vont être regardés avec beaucoup d'attention côté français comme côté européen. Donc on n'y est pas encore, mais il ne faut pas perdre espoir, notamment au regard du fait que les vols sont en train de reprendre. Mais encore une fois, très grande vigilance par rapport à la question des visas, et notamment des visas américains pour rentrer. Parce que là, je vous ai donné la version française et européenne des choses, la vision américaine, je ne l'ai pas. Et la question du retour, évidemment, pour les personnes qui sont résidentes aux États-Unis se pose. Pour ce qui concerne la quatorzaine, ce qui a été décidé par nos autorités sanitaires, c'est à l'arrivée au point d'entrée en France, le principe, c'est une déclaration. Il faut déclarer le lieu dans lequel vous allez volontairement, mais le lieu de votre choix, donc, vous mettre en quatorzaine. Je comprends que l'application est assez souple parce que finalement, le déconfinement en France se passe bien. Et donc voilà, il faut simplement faire une déclaration pour dire là où vous allez passer votre quatorzaine. Que vous soyez français, que vous soyez américain, quelle que soit votre nationalité, ce qui compte, c'est l'endroit d'où vous venez. Et les États-Unis étant frappés comme le reste du monde d'ailleurs par le coronavirus, mais avec une évolution peut-être un petit peu plus tardive que l'Europe, c'est évidemment des précautions qu'il faut prendre. Mais de fait, et peut-être que certains d'entre vous ont eu des contacts avec des membres de votre famille ou des amis qui sont rentrés en Europe récemment, ça se passe très bien. C'est moins compliqué, c'est moins contraignant qu'on le pensait. Très bien, parfait. Je crois que vous avez touché à d'autres sujets, ou tout du moins à des éléments de réponse à des questions que j'avais. Le facteur principal de détermination, ça va être le lieu de résidence et non pas la nationalité. À savoir qu'on peut être français, mais les frontières de l'Union européenne sont fermées. C'est le lieu de résidence, à savoir nous sommes résidents ici aux États-Unis, qui va être pris en compte pour l'acceptation d'un voyage ou rejet de voyage. Est-ce que c'est exact? Oui et non, c'est-à-dire que pour la quarantaine, ce qui compte, c'est de là où vous venez. Et donc, si vous venez oui. des États-Unis, bien sûr, l'imposition de la quarantaine, enfin la quarantaine s'impose à presque tous, il y a des exceptions, mais presque tous, que vous soyez français, américain ou canadien. En revanche, pour l'accès au territoire français, si vous êtes de nationalité française, l'accès vous est évidemment autorisé, c'est votre pays. Si vous êtes de nationalité américaine, vous ne rentrez pas, sauf si vous êtes résident permanent ou si vous êtes conjoint de français. Dans l'état actuel des choses.
Bon, Merci de ces précisions. la prochaine question, c'est un peu du même genre, mais elle concerne les étudiants, etc. Donc, le rapatriement des Français à l'étranger, pouvez-vous faire un résumé de la situation dans le Midwest? Qu'en est-il des étudiants français aux USA pour les universités qui ne seront pas ouvertes dans le commencement de l'année prochaine et aux pairs, les gens qui sont au pair? Ce qui a été la ligne de conduite des autorités françaises et donc du consulat depuis le début de la crise, et notamment dans les premiers jours, les toutes premières semaines, au fond, c'était assez simple. Les Français résidents, les Français qui ont leur domicile, leur résidence habituelle aux États-Unis, doivent rester aux États-Unis. Ils n'ont pas vocation à voyager dans une période de circulation du virus. Ils ont leur vie ici, ils sont établis ici, ils ont une protection de santé. Le mieux, c'est de rester sur place. Les Français de passage, eux, ont été invités à rentrer en France parce qu'ils n'ont pas leur vie ici, ils n'ont pas nécessairement les bonnes assurances santé, ils n'ont pas nécessairement le logement qui leur permet de s'adapter et éventuellement de prendre les précautions d'ordre sanitaire. Et ça s'est traduit, je dirais, sur la côte ouest par beaucoup de contacts entre les consulats et les touristes français qui se trouvaient un peu partout sur la côte ouest. Et dans le Midwest, beaucoup plus des contacts entre les consulats et les étudiants. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de touristes, surtout au mois de mars, qui viennent de France pour venir au Midwest. Donc, il y a quelques cas de Français de passage, bien sûr, mais souvent pour des raisons familiales. En revanche, beaucoup d'étudiants à travers le territoire. Il y en avait beaucoup dans le Michigan, mais il y en avait aussi ailleurs. Et nous n'avons pas forcé les gens à rentrer de manière brutale, impérative, selon un calendrier rigide. Chaque situation est différente et il y avait aussi un certain nombre d'étudiants qui étaient ici dans de bonnes conditions et qui voulaient finir leur année. Et c'est tout à fait légitime dans ces cas-là de pouvoir rester. Mais globalement, nous avons invité les étudiants à rentrer avant qu'il ne soit trop tard, avant que leur visa expire, avant que les vols soient suspendus. Pour la suite de l'année, bon, mais c'est un petit peu comme le reste. On est dans une situation où on ne sait pas tout ce qui va se passer. Ça paraît assez évident, malheureusement, qu'il va y avoir beaucoup moins de mobilité internationale étudiante dans les deux sens sur l'année 2020-2021. Mais on espère pouvoir repartir sur de meilleures bases l'année suivante. Ce qui est très intéressant de voir, même si c'est un mal pour un bien, c'est que l'éloignement a fait, l'impossibilité de voyager a fait. J'ai eu deux exemples aujourd'hui, aussi bien dans le Minnesota à Duluth que tout à l'heure à la Mayo Clinic à Rochester. C'est que les conférences Zoom ont eu un succès extraordinaire, y compris entre les universités américaines ou les centres de recherche américains et leurs partenaires français. Ça ne concerne pas les visas, ça ne concerne pas le consulat dans sa dimension administrative, mais ça concerne le consulat dans sa dimension d'influence, qui est d'encourager, de faciliter avec votre concours, et je remercie le réseau des Alliances, mais aussi la Chambre de commerce et les acteurs du monde éducatif comme business, encourager les partenariats entre les institutions et les communautés françaises et américaines. Très bien. Guillaume, avec les contraintes apportées au voyage, avec les contraintes apportées à l'immigration d'une manière générale, peut-on s'attendre à une baisse de la population des expatriés français dans le Midwest? Nous nous posons la question. Je dirais que malheureusement, la grande inquiétude est liée aux difficultés économiques, est liée à la crise économique et aux résultats. Alors, ils ne sont peut-être pas aussi mauvais, mais enfin, évidemment, ils sont très dégradés des deux côtés de l'Atlantique. Et c'est naturellement une inquiétude liée aux conditions de vie de nos compatriotes ici qui pourraient peut-être décider finalement de rentrer, notamment s'ils perdent leur emploi. Je dirais que ça ne s'est pas encore traduit dans les statistiques, mais il est sans doute un peu tôt. Donc c'est plutôt bon signe, je dirais, dans un certain sens. C'est qu'en tout cas, il n'y a pas de départ massif qui soit enregistré. Maintenant, il faudra évaluer ça dans la durée.
et je pense que le pronostic est réservé. Du bon côté des choses, mais c'est toi, Cédric, qui est mieux placé que moi pour en parler, je comprends que du côté du business français, on est toujours très désireux non seulement d'investir le marché américain, mais de réaliser un certain nombre soit de missions, soit de prospection, soit peut-être même davantage, qui n'ont pas pu être réalisées en début d'année. Il faut que tout le monde se mette all hands on deck pour que les flux d'affaires reprennent dès que possible. Bon, très bien, merci beaucoup pour ces réponses. Lisa, on va lancer le deuxième sondage. Lisa? Ah, voilà. Donc, êtes-vous impliqué dans l'apprentissage du français pour vous ou vos enfants? Donc, je pense qu'après les voyages, et après l'économie, après l'immigration, il y a un autre sujet d'inquiétude qui anime la communauté, et c'est celui de l'éducation. Et l'éducation des enfants en français, où vous voulez bien répondre à cette question. Et puis Lisa, tu peux partager les résultats avec nous dès que disponible. Oui, c'est un... Pardon, allez-y. C'est un sujet permanent, et en particulier, je pense, dans le Michigan. Lisa, tu as les résultats? Il y avait un petit peu moins de résultats, donc j'ai attendu un petit peu. Hop. Mais je pense que ça suffit. Est-ce que vous voyez les résultats? Oui, on les voit. D'accord. Intéressant. Monsieur le consul, vous disiez 65% des personnes. Cédric, on te perd là. Cédric, une possibilité. Cédric, comment on te perd un petit peu? Est-ce que tu aurais la possibilité de rappeler à la limite avec ton téléphone? Tu es en connexion parce que c'est très très haché. Je pense que la connexion sera plus stable, pardon, avec ton téléphone. Monsieur le consul, vous disiez, vous avez un commentaire sur ça aussi? Oui, ben, l'éducation, c'est essentiel pour toutes les familles. Perdu. Attends, Cédric. Vas-y. Attends, Cédric. Ok, il est en mute. Je t'ai muté, Cédric, désolé, mais on entendait très très mal. Exactement, merci. Allez, finissez, monsieur. C'est un sujet essentiel pour les familles. Et dans le Michigan, ça peut être parfois un facteur de complication, l'éloignement de Chicago pour les examens notamment. Je suis sur mon téléphone. Allez-y sans moi. Continuez. Fort heureusement, l'école française de Détroit, je crois, a réagi avec beaucoup d'efficacité en mettant en place un dispositif d'enseignement à distance et numérique au moment de l'éclosion de la crise du coronavirus. Et je veux vraiment saluer le travail des équipes enseignantes à Détroit et puis au-delà à Chicago, à Minneapolis, qui ont réagi avec beaucoup d'efficacité. Mais ça ne peut fonctionner, je suis moi-même parent, que si les parents s'impliquent beaucoup, et ça prend beaucoup de temps. Et l'expérience montre qu'au bout de quelques semaines, au fond, tout le monde a quand même envie de reprendre l'école en présentiel. Simplement, les conditions ne sont pas toujours réunies. Mais ça va être, je pense, le grand sujet de la rentrée pour la vie de famille. Et le consulat n'exerce pas directement d'enseignement, mais à travers ce qu'il peut faire en soutien au réseau des écoles homologuées, celle de Détroit en est une, ça sera évidemment une priorité. Bien. Au fait, la prochaine question, elle a d'éducation dans le même sens. Donc, la question, c'est l'enseignement du français et les différents événements culturels liés à la francophonie
vont-ils pâtir de la situation actuelle? Et il y a un autre volet à cette question, mais si vous voulez commenter sur ça, déjà, on continuera après. Allez-y. Ce qui pâtit un petit peu, c'est le contact personnel. Ça, oui, ça malheureusement. Et c'est pourtant un peu le cœur aussi de cette animation culturelle où l'Alliance est au centre. Et je pense par exemple au 14 juillet, qui sont des moments importants à la fois un petit peu solennels, parce que c'est la fête nationale, mais souvent très, très amicale, et où sont associés à la fois les Français, les francophones, les francophiles. Bon, cette année, il faudra inventer de nouvelles formes de sociabilité. On peut ouvrir une bouteille à la maison quand même, hein, mais c'est différent. En revanche, le succès des conférences Zoom, en tout cas, je pense que c'est la même chose pour vous, montre qu'il y a une demande, il y a une attente, et il faut sûrement pas se résigner. C'est plutôt l'occasion, je pense, d'inventer de nouvelles formes à la fois de communication, mais surtout de rendre l'offre de français, de culture française, de culture francophone, c'est-à-dire mondiale, encore plus attractive. Et c'est l'occasion peut-être de faire des conférences avec l'Algérie, avec le Sénégal, avec le Maroc, avec le Liban. Très bonne idée. Très bonne idée. Yeah. On va Et se la Côte d'Ivoire, recréer. Jean. Yeah. Jean, la Côte d'Ivoire. La deuxième partie de la question concerne encore l'éducation, mais spécifiquement école française à l'étranger, financement des études pour des enfants français. Qu'est-ce qui change? Premièrement, apparemment, il y a une enveloppe de 20 millions d'euros qui pourrait être dédiée. Pouvez-vous rapidement la présenter? Pouvez-vous nous expliquer ce qui va changer pour l'école française de Détroit? Sur les rallonges budgétaires, ce sont des décisions des ministres des Affaires étrangères et de l'Éducation pour anticiper malheureusement sur l'impact économique de la crise. Et dans ce contexte, nous avons tenu notre réunion des bourses scolaires il y a seulement une dizaine de jours, pour donner le plus de temps possible aux différentes familles qui pourraient être concernées de constituer un dossier. Donc nous avons fait circuler l'information à travers tous les moyens possibles de communication, et notamment à travers les établissements scolaires. Nous avons eu, comme chaque année, l'immense majorité des demandes en provenance de familles du lycée français, mais il arrive quelquefois que des familles de l'école de Détroit soient concernées. L'école de Détroit avait été invitée à participer à cette réunion. Donc voilà, et ça sera la même chose pour l'année prochaine. Quand je dis la même chose, c'est peut-être pas la même somme, mais en début d'exercice, en début d'année scolaire, nous allons tenir une nouvelle réunion des bourses scolaires, et dans le cadre de cette préparation, nous veillerons à faire passer l'information de manière aussi efficace que possible, surtout pour qu'aucune famille ne soit laissée sur le bord du chemin. Très bien, merci. Cédric, tu peux parler maintenant? Tu es en mute. Là. Un petit instant. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, oui, on t'entend. C'est bon, parfait, parfait. Donc Guillaume, tu as évoqué tout à l'heure la situation économique. Donc c'est aussi un sujet qui inquiète beaucoup la communauté française. De ton point de vue, et je parle non pas spécifiquement de l'automobile et du Michigan, mais sur la totalité de la région qui est sous l'autorité du consulat, est-ce que tu penses que les entreprises françaises ont plus souffert ou moins souffert que leurs homologues américaines en raison d'un positionnement spécifique? Alors, je pense en particulier au vin, je pense à la restauration, tout ce qui est import-export ou technologie. Est-ce qu'il y a un positionnement particulier qui nous a avantagés ou désavantagés? C'est une bonne question, et je ne suis pas sûr d'avoir tous les éléments pour y répondre. Je dirais qu'en première réaction, je pense qu'elles n'ont ni plus ni moins souffert. C'était intéressant au début de la crise. Il y avait une conférence téléphonique organisée par un réseau d'affaires franco-américain de Chicago, mais qui faisait intervenir essentiellement des cadres français d'entreprises françaises, mais surtout américaines. Et bien sûr, il y a certains secteurs qui économiquement s'en sortaient bien pendant la crise, parce que ce sont des secteurs qui étaient soit essentiels,
et donc ils pouvaient continuer leur activité, y compris en présentiel, ou des secteurs liés au monde de l'hôpital, de la santé, même si tous n'ont pas prospéré, loin s'en faut, hein. Et aussi du catering. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que le catering a très bien marché, la restauration beaucoup moins, et il faut soutenir nos restaurateurs. Je dirais que, mais je me trompe peut-être, et peut-être que l'avenir me donnera tort, je pense qu'elles n'ont ni plus ni moins souffert, parce qu'elles sont très intégrées dans le paysage ici, et elles sont très dépendantes des évolutions des différents secteurs américains. Après, il y a des choses qui ont trait à la taille des entreprises, et on a l'occasion d'en parler, Cédric, notamment pour l'automobile. Probablement que les grandes entreprises ont davantage les moyens d'encaisser, inévitablement. Très bien, c'est clair. Merci. Lisa, on va lancer notre troisième sondage. Alors, celui-ci qui est de nature plus politique. Hein, à toi, Lisa. Ok. Est-ce que vous avez le sondage? Alors, oui, on le voit. Quand on pense à la relation, très bien, on le voit, la relation entre les États-Unis et la France, est-ce que la France va sortir des États-Unis? Et il y a une autre question immédiatement après liée à sa position en Europe. Donc, allez-y, donnez votre point de vue. Alors, c'est très subjectif, hein, entendons-nous, mais je pense que c'est une question politique qui a aussi son importance dans notre relation, dans notre présence ici, dans la région. N'hésitez pas à répondre spontanément au poll. Les questions sont complètement anonymes, donc donnez votre opinion. On est vraiment là pour vous écouter et puis répondre à vos préoccupations, à questions. N'hésitez pas. Hein. Ok, je pense que je vais le lancer. Est-ce que vous voyez les résultats? Oui, on les voit. Ah oui, ouais. Donc, beaucoup d'inconnus, beaucoup d'inconnus. La deuxième question, peut-être qu'on la voit. Ah, on la voit en dessous, excusez-moi. Et renforcé en Europe, légèrement affaibli en Amérique du Nord, mais beaucoup d'inconnus. Guillaume, est-ce que ça évoque une réflexion ou des commentaires de ta part? Il faut regarder peut-être la profondeur historique. Au cours du XXe siècle, ça avait même commencé avant, les grandes crises mondiales, et je pense que le coronavirus entre bien dedans, ont été l'occasion de moments de fraternité exceptionnels, fraternité d'armes essentiellement, entre les Français et les Américains. Là, évidemment, les conditions sont différentes, et tant mieux, ça n'est pas une guerre, et tant mieux, il y a beaucoup moins de morts. Peut-être qu'une des choses qui va structurer l'avenir, c'est la rivalité entre les Américains et les Chinois. Et qu'est-ce que les Américains attendent de nous à cet égard? Ça sera intéressant, je pense, à regarder, et les Chinois aussi d'ailleurs. Très important à regarder, surtout si les Américains continuent à employer des moyens diplomatiques qui sont peut-être un peu moins classiques que ceux qu'on apprend dans les livres de diplomatie. Après, il y a peut-être un autre sujet qui est la coopération scientifique, notamment dans le domaine médical. Et les gens qui savent, aux États-Unis, savent que la recherche française, mais aussi l'enseignement français, l'enseignement supérieur en matière médicale est d'excellente qualité. Nous avons évidemment de très grands laboratoires, des instituts, l'Institut Pasteur, l'INSERM, des institutions, la PHP notamment, mais pas seulement, qui, dans le cadre de la lutte contre et des personnels de santé d'ailleurs, hein, de toute catégorie, qui ont été absolument extraordinaires. Je dis ça parce que j'ai passé tout à l'heure 1 heure à la Mayo Clinic à Rochester, et je n'ai entendu que des éloges de la formation française en matière médicale et que des demandes pour qu'on puisse trouver des moyens d'envoyer davantage de futurs médecins et de chercheurs de la France vers les États-Unis. J'espère pas pour les garder tous, hein, mais au contraire pour qu'il y ait des coopérations fécondes. Et j'ai pu constater aussi que
les institutions de santé américaines suivaient avec beaucoup d'attention ce qui se passait en France. Beaucoup de lessons learned, mais on n'en est qu'au début. Et je suis optimiste. Je pense que ça, c'est un secteur qui permettra, dans la durée, et ça n'est pas forcément visible tout de suite de tout le monde, de montrer que la coopération et même l'amitié franco-américaine sera renforcée. Peut-être dernier point, et pardon, mes réponses sont trop longues, c'est sur l'Europe. Bien sûr, l'Europe, comme toujours, l'Europe est lente et c'est souvent, on entend dire du too little, too late. Et je pense qu'on peut appliquer le même type de réaction à l'attitude de l'Europe. L'Europe, c'est nous, hein. Enfin l'Europe, vis-à-vis de cette crise. Ça a été un petit peu lent. Bien sûr, il n'y a peut-être pas eu toute la solidarité souhaitée. En même temps, de voir des malades français transférés de l'Alsace vers l'autre côté de la frontière, je ne pense pas qu'en 1919, au moment de la grippe espagnole, ces choses-là arrivaient. Donc ça montre aussi quand même tous les progrès qui ont été faits en matière d'identité européenne, de solidarité européenne entre la France et l'Italie, entre l'Autriche et l'Italie, entre la France et l'Allemagne. Merci beaucoup à l'Allemagne de nous avoir aidés. Et puis, ça a été beaucoup moins vu, l'Europe a beaucoup aidé le reste du monde. Non seulement l'Europe a déployé des moyens vis-à-vis de la Chine au tout début de la crise, mais l'Europe a énormément et continue énormément de s'occuper des zones dont les autres ne s'occupent pas forcément, et je pense en particulier à l'Afrique, et souvent à l'initiative de la France, qu'il s'agisse de l'assistance médicale, mais qu'il s'agisse aussi du soutien financier, notamment au regard de la dette. Mais il y a un autre aspect dont on parle un petit peu plus et qui est absolument fondamental, c'est la coopération financière des États européens et au cœur de ça entre la France et l'Allemagne, pour faire en sorte, un petit peu comme le fait l'administration fédérale ici, de mettre le paquet du point de vue financier pour que non pas on accumule de la dette, mais surtout qu'on soit capable, dans le très court terme, de sauver nos économies et notamment des secteurs industriels qui sont stratégiques. Et je pense que de ce point de vue-là, même si la réponse n'a pas été immédiate, elle est très solide et des choses très prometteuses sont en train de sortir. Très bien, parfait. Bon, écoute, merci beaucoup Guillaume. Je pense que ces réponses ont touché les deux questions suivantes qu'on voulait te poser, donc c'est très bien. Lisa, y a-t-il des questions qui viennent de l'audience qu'on pourrait poser? Une personne demandait dans le chat quel est le site de référence. Alors, j'ai déjà partagé le site, la section Q&A particulièrement du consulat. Est-ce que c'est la meilleure ressource pour un suivi, entre guillemets, live de la situation, pour suivre un peu l'évolution de la situation, ou est-ce qu'il y a une ressource peut-être gouvernementale de référence pour avoir vraiment un suivi de l'actualité et des démarches? Nous, avec les autres consulats de France aux États-Unis et l'ambassade, on essaie de travailler en commun et en fait de mettre les mêmes ressources en commun, parce que les mêmes questions finalement se posent à peu près partout à travers les États-Unis. Donc nos compatriotes peuvent aller sur les Q&A du site du consulat général ou de l'ambassade. Ils retrouveront les mêmes réponses. C'est à peu près les mêmes qu'ils retrouveront d'ailleurs sur le site du ministère des Affaires étrangères. Après, il y a la page Facebook. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook du consulat. Facebook, Twitter, que ce soit le consulat ou mes pages personnelles. On essaie de partager tout ce qu'on peut. Et puis, ce qui est important, et je pense que c'est l'occasion de le souligner encore une fois, nos compatriotes sont surtout invités à ne pas hésiter, éventuellement même en mettant quelques lignes. Bon, c'est toujours mieux s'il y a une petite formule de politesse à la fin, s'il y a un petit merci de temps en temps, mais vraiment de manière, je dirais, par bullet points. Voilà qui je suis, voilà ma question, voilà ma situation, voilà ma question. Et nous assurons toujours une réponse et dans des délais qui sont très brefs à l'adresse générique du consulat, contact@
je crois que c'est consulfrance.org, mais en tout cas, je pense que vous avez déjà fait circuler, vous referez circuler. C'est une boîte, mais ce n'est pas une boîte sans fond où on laisse s'empiler les demandes. On la traite plusieurs fois par jour. D'accord. Narges, est-ce que ça répond à votre question? On va dire que oui. La surprise, parfois. Ok. Vanessa nous demande réouverture de l'ambassade américaine à Paris. Avez-vous des informations? Un rendez-vous fin juillet. Alors, j'arrive pas à lire la fin, mais en gros, est-ce que vous avez des informations sur une possible réouverture de l'ambassade américaine à Paris? J'imagine que c'est pour un renouvellement ou une demande de visa. Je suppose. Moi, j'ai l'impression que les Américains sont un peu dans la même situation que nous. Donc, d'abord, ils ont suspendu la délivrance des visas. Je pense qu'une bonne partie de leurs équipes sont en télétravail et que dans le cadre du déconfinement qui a commencé le 11 mai, ils reprennent un certain nombre de rendez-vous, mais c'est davantage, je pense, pour des démarches pour la communauté américaine de France, passeport, etc. Pour ce qui est des visas, c'est suspendu et malheureusement, nous ne savons pas à partir de quand les choses vont reprendre, ni de manière provisoire, ni de manière permanente. Est-ce qu'à la fin juillet, les choses vont aller mieux? Je l'espère vivement. Mais malheureusement, je ne peux pas le garantir et je ne peux pas non plus garantir l'évolution de la réflexion américaine sur la politique des visas. On a pu constater qu'un certain nombre de tendances se dessinaient bien avant la crise du coronavirus, qui étaient plutôt pour refermer le robinet que l'ouvrir. Et ça pose un certain nombre de problèmes pour des compatriotes ici. C'est un sujet qui mobilise l'ambassadeur à Washington, qui est souvent en contact avec le département d'État et d'autres administrations de ce point de vue-là. C'est un sujet qui mobilise le député des Français de l'étranger, de notre circonscription, Roland Lescure. Mais là, on n'a pas la main. Et on essaie évidemment de faire du lobbying dans le bon sens. On a quelquefois des bonnes nouvelles, mais pas toujours. D'accord. Merci pour cette réponse. Je pense qu'elle était assez claire. Alors ensuite, on a une question qui est très spécifique de Amandine. Je vais lui demander de s'adresser, de vous envoyer un mail précis. Mais en fait, elle a une question plutôt juridique. Et je me dis que ça peut être pertinent aussi pour notre audience. Si vous avez une réponse à savoir que faire en cas de problème juridique dans le cadre de licenciement ou particulièrement en ce moment où c'est un petit peu compliqué, ça peut impacter les visas, etc. Quelle serait la première démarche d'un Français employé aux États-Unis qui se retrouve dans une situation compliquée d'un point de vue juridique, particulièrement en ce moment avec cette situation? Oui, c'est une très bonne question parce que le rôle des avocats aux États-Unis est certainement beaucoup plus important qu'en France. En France, on associe les avocats aux questions, on parlait tout à l'heure de droit civil, ou parfois des questions financières très compliquées, et puis évidemment le droit pénal. Mais ici, les avocats sont partout, dans toutes les dimensions de la vie. Ils sont souvent très chers. Et du coup, le bouche à oreille, les références sont importantes pour trouver les personnes qui peuvent apporter les bons conseils juridiques, et notamment des personnes qui connaissent aussi l'environnement culturel français ou franco-américain. Alors au consulat, et grâce au concours de notre réseau, et notamment de consuls honoraires, on essaie d'avoir une liste d'avocats que nous pouvons recommander. Mais les choses évoluent vite et puis il y a beaucoup de matières qui sont différentes. Un avocat qui fait du droit pénal n'est pas spécialiste du droit d'immigration. Donc, c'est pas évident. Mais je pense qu'en tout cas, le conseil de bon sens, c'est d'interroger autour de soi, notamment au sein de cette communauté française, franco-américaine. Je suis sûr que la Chambre de commerce peut apporter des bons conseils pour, sans être amené à tout de suite à embaucher quelqu'un qui va vous coûter extrêmement cher. D'abord, d'avoir l'orientation vers la bonne direction pour ne pas partir dans un angle qui vous emmène dans une impasse, mais celui qui petit à petit vous amène vers la solution.
Et le consulat est à la disposition aussi. N'a pas forcément la première réponse, ou la réponse ultime plutôt, mais peut fournir une première réponse qui amène ensuite quelque chose de plus efficace. Moi, je rencontre beaucoup d'avocats un peu dans tous les domaines, et je vois qu'il y a beaucoup d'Américains qui ont envie de rendre des services à la France. Donc, ça serait bien d'ailleurs si on pouvait progresser un petit peu sur cette liste, bien sûr par nature, qui est lacunaire, qui n'est pas exhaustive, mais qui peut rendre de grands services à nos compatriotes. Une question qui est plus une ouverture en fait, qui est que pouvons-nous faire pour que cette crise devienne une opportunité de reconstruire? Très belle question. Je ne sais pas si vous avez quelques éléments de réponse ou à ce point sûrement juste des idées. Mais... C'est une question fondamentale parce que surtout quand on est par nature optimiste, c'est-à-dire réaliste, c'est-à-dire qu'on a les moyens de trouver les solutions à nos problèmes, à condition de ne pas toujours compter sur le voisin, de ne pas toujours compter sur l'État. Il faut aussi compter sur nous, mais pas nous en tant qu'une somme d'individus, mais plutôt un travail d'équipe. On parlait de la chaîne de la contamination. Il y a une chaîne de la contamination qui montre finalement que l'humanité est nivelée, tout le monde au même niveau d'exposition au risque, tout le monde au même niveau de risque de contamination de quelqu'un qui vous est cher ou que vous ne connaissez pas. Ça a le même impact, sans le savoir, si vous ne prenez pas vos précautions. Il y a aussi la chaîne de la solidarité, la chaîne des solutions, la chaîne des gestes barrières, et le fait que il y a des choses qui sont à repenser certainement, sans doute pas tout, mais des choses qui sont à repenser. Je pense que c'est une des leçons, des premières leçons en tout cas de cette crise. Ça a pu être dans certains cas dramatique. Il y a des gens qui ont perdu des personnes qui leur sont très chères, mais les mesures qui ont été prises ont permis d'éviter le pire. Ont permis d'éviter le pire dans beaucoup de parties du monde. Elles nous ont permis aussi de voir le rôle que tiennent dans nos sociétés des professions qui ne sont pas toujours reconnues à leur juste valeur. Et je ne parle pas seulement du salaire, je pense aussi à l'image qu'elles peuvent avoir dans la société. Des choses qu'on prenait pour des choses qui étaient dues, on se rend compte qu'elles ne sont pas dues, qu'elles sont le fruit de beaucoup de travail, de dévouement, de conscience professionnelle, de sens du service. Et on a vu ça en France comme on le voit aux États-Unis. Tout ça, ça devrait, j'espère. Alors, il y a des gens qui vont dire que je suis naïf, mais non, je ne crois pas. Je crois que je suis juste réaliste. Ça doit nous inspirer à être encore plus solidaires au niveau global. Ce n'est pas concret comme réponse, mais je pense que c'est un état d'esprit aussi. C'est intéressant. Je pense que c'était plus pour avoir des indications. Avec ces réponses, j'imagine qu'on ne peut pas, surtout maintenant où tout est en train de changer, avoir une réponse vraiment précise et concrète, mais au moins avoir une ouverture, des perspectives, c'est très intéressant. Hugues vous demande, pensez-vous que la période d'élection aux USA va impacter les relations franco-américaines ou Europe-US? Forcément, parce que ce sont des moments, tous les 4 ans, où les questions de politique intérieure américaine, d'opinion publique américaine, prennent l'ascendant sur tout le reste. Et une des choses que nous regardons, comme regardent nos partenaires européens, comme regardent les Chinois, comme regardent les Russes, c'est de ne pas se retrouver à un moment ou à un autre pris au piège de la politique intérieure américaine qui déborderait finalement sur l'environnement international. C'est des choses qui arrivent aussi en dehors des périodes électorales, mais qui ont plus de chances de se produire dans les périodes électorales. Et c'est déjà le cas, à vrai dire, de tous les côtés du spectre politique. Après, il vaut mieux en général qu'il n'y ait pas de graves crises internationales. On en a des crises, on est servi. Mais il vaut mieux qu'il n'y ait pas de graves crises internationales sécuritaires entre maintenant et les élections. Alors, ça peut arriver, naturellement. Mais en général, c'est peut-être mieux pour qu'il n'y ait pas trop de politiques intérieures qui viennent s'en mêler. Mais nous suivons les choses de près. Le président de la République est évidemment très attentif, très intéressé aussi, d'ailleurs,
aux analyses que peuvent produire l'ambassade et les consulats. Je crois que les gens à Paris, les gens importants à Paris, savent qu'une partie de l'élection présidentielle va se jouer dans le Michigan. Et ça donne au Michigan une visibilité particulière, y compris auprès de nos acteurs politiques. Le résultat, personne ne peut le prédire, mais la politique a pris un petit peu le dessus sur tout aujourd'hui. Ça a des avantages, ça a beaucoup d'inconvénients quand même. Je trouve qu'une des choses qui était intéressante aussi, et là je sors peut-être un peu du sujet, mais de la question, pendant cette crise du coronavirus, on a vu les gouverneurs du Michigan, de l'Ohio, de l'Indiana, de l'Illinois, du Wisconsin travailler ensemble. Et là, je parle de gouverneurs qui sont démocrates, comme c'est le cas dans le Michigan ou dans l'Illinois, mais aussi républicains dans l'Ohio ou dans l'Indiana. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle qui sortait du Midwest, qui cassait peut-être aussi un petit peu, nous on le connaît le Midwest, mais qui cassait peut-être certaines impressions un peu datées qu'on pouvait avoir en France en pensant que les choses étaient extrêmement polarisées, que dans le Midwest c'était tout ou rien, que c'était des gens très en colère qui exprimaient leur colère de différentes façons. Et on se rend compte que non, évidemment, le Midwest, c'est un environnement, je dirais, assez harmonieux, assez calme, et où les gens travaillent ensemble. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir ça au moment où à Washington, les choses sont très polarisées. C'est intéressant. Bien, je pense que nous arrivons au terme de cet entretien. Il y a quelques questions encore très spécifiques au sujet des voyages avec les enfants. Donc, je vais inviter les personnes qui ont posé ces questions-là dans la section Q&A, s'adresser directement au consulat de France par email, parce que chaque cas est particulier et ce sera également mieux pour vous, messieurs là, qui ont posé des questions, d'avoir des réponses personnalisées. Frédéric Chollet, est-ce que… Oui. Lisa, si je peux intervenir, non, mais merci beaucoup pour l'organisation de ce séminaire. J'ai effectivement, c'était difficile de répondre en direct aux questions qui s'affichaient sur mon écran parce qu'elles nécessitent souvent des réponses complètes et précises. Et souvent, certaines questions nécessitaient également des précisions. Donc, je préfère, au consulat, on y répondra rapidement, mais de manière précise et complète. Et en plus, je voulais écouter le séminaire dans son intégralité. Donc, je m'adresse aux personnes qui les ont posées pour leur dire que nous répondrons dans les meilleurs délais à ces questions. Merci Frédéric. Je sais qu'on est un petit peu en dehors du délai, mais en fait, on vient de recevoir une question qui est assez intéressante et qui est particulièrement en lien avec l'actualité. Donc, si ça ne vous dérange pas, Guillaume, de répondre à celle-ci, je vous la lis. Avec les événements et manifestations des 2 dernières semaines, il est difficile de ne pas se sentir concerné, de ne pas réagir. On a souvent conseillé aux détenteurs de visa et green card de ne pas manifester leurs opinions en public ou sur les médias, car ils sont considérés comme invités aux US. Qu'en dites-vous ? C'est une question de responsabilité individuelle. Moi, je pense que je sortirais de mon rôle de consul si j'étais trop prescriptif, si je donnais trop d'injonctions à nos compatriotes. Je rejoins la question. Je pense que ce qu'on a vu, la conséquence de ce qui s'est passé à Minneapolis et à Louisville d'ailleurs, est mondiale et que, bien sûr, les pays qui sont les plus confrontés aux problèmes raciaux, il faut dire les choses, doivent trouver des solutions pour que les choses aillent mieux. Après, la question des Français aux États-Unis, moi je dirais que le seul élément qui me donne une légitimité à prendre position, c'est de dire ne prenez pas le risque de vous trouver dans une situation, bien sûr, d'illégalité, mais les marches sont légales. Mais après, il y a des actes qui peuvent être illégaux. Ça, bien sûr, il ne faut pas le faire. Et puis, ne pas prendre de risques inconsidérés par rapport à des regroupements de personnes qui pourraient devenir violents. Pour le reste, je crois quand même, on se dit les choses,
on est dans un pays où il vaut mieux éviter d'avoir des problèmes avec la police. Et là, je ne parle pas de la violence, hein. Je ne parle pas du tout de la violence, je parle plutôt du fait qu'ici, je vais parler comme un Français. Ici, on ne rigole pas avec la loi. En France non plus, mais bon, ici c'est strict, donc il faut faire très attention. Mais je comprends la question, je comprends qu'on se sente concerné. Moi, je suis diplomate, j'ai une obligation de réserve. Je ne donne pas mon opinion, mais je suis aussi le représentant d'un pays qui se sent concerné, d'un pays qui se sent solidaire. Et quand on est solidaire, ce n'est pas solidaire d'un camp ou de personnes qui sont tout en haut de l'édifice, c'est une solidarité vis-à-vis de la société américaine. Et je pense que là, je fais mon devoir, mon travail avec le consulat, avec les services culturels, avec les alliances françaises, si on trouve aussi des occasions de débattre pour échanger des perspectives. La perspective française est très, très différente de la perspective américaine. La République française, la liberté, l'égalité, fraternité, la question de la race, c'est très, très différent entre les Français et les Américains. C'est un mot qu'on a du mal à utiliser et je comprends, moi-même j'ai du mal à l'utiliser parce que avec mon regard de français, mon expérience de français, je n'aime pas quand on met les individus dans des catégories. Communauté, oui peut-être, mais catégorie, non. Je n'aime pas quand on trace une ligne qui serait liée à la couleur de la peau. C'est tout le contraire de la République. Mais quand on connaît les États-Unis et quand on connaît la France, on voit que sur certains sujets, les États-Unis sont peut-être mieux armés que les Français à traiter certaines questions, la question des minorités en général. Et je crois qu'au fond, nos principes, nos objectifs sont les mêmes. Nos principes sont sans doute différents parce que nos histoires sont différentes. Mais on a des points communs. Les États-Unis et la France sont des pays d'immigration. Alors, ce n'est pas du tout la même chose, mais parce que le temps n'est pas le même. Mais s'il n'y a pas de communauté française aux États-Unis, il y en a eu il y a très longtemps, mais il n'y en a plus aujourd'hui, c'est parce que les Français n'avaient pas ressenti le besoin d'émigrer vers les États-Unis au 19e siècle, au début du 20e siècle. Ce n'est pas l'Italie, c'est… Bon. Mais par ailleurs, la France a en son sein, et depuis des générations, parfois depuis plusieurs siècles, c'est le cas de mes ancêtres à La Réunion, des traditions culturelles qui sont différentes et éventuellement des couleurs de peau différentes. Mais c'est intéressant de voir ce qui s'était passé au moment de la Coupe du Monde de football, par exemple. Quand la France avait gagné la Coupe du Monde de football, il y a des gens aux États-Unis qui ont dit « Ah mais regardez, ce ne sont pas des Français parce qu'ils sont noirs. » Quand on est Français, on se sent, allez, je ne vais pas dire insulté, mais on est choqué d'entendre ça. Et pourtant, les gens qui vous disent ça sont de bonne foi, mais ils le disent avec leur regard américain. Donc je pense que c'est un bon moment pour débattre, essayer de trouver des pistes qui soient un petit peu en dehors de la politique et surtout qui soient en dehors des clichés. Et on voit bien comment notamment les réseaux sociaux, malheureusement, invitent trop souvent à des choses qui sont polarisées, qui sont crispées, alors qu'en réalité, la discussion, si elle est sur de bonnes bases, elle n'est pas si compliquée. Et je pense que les gens ont envie de parler. Guillaume, avec ces derniers mots qui sont source d'inspiration, je crois que nous allons conclure le webinaire aujourd'hui. Un grand merci à toi pour avoir bien voulu contribuer de cette façon à nos questions, aux questions de la communauté. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Je laisserai le mot de la fin à Mo qui va conclure pour nous. Oui, mais je réaffirme, merci beaucoup, Monsieur le Consul, aussi à tous les intervenants aussi, et les questions. Mais surtout, je voudrais mentionner, évidemment, je suis le président de l'Alliance française de Détroit, et je remercie chaudement tous les participants qui ont contribué de façon monétaire à ce webinaire. Et tout ce qu'ils ont contribué va aller à l'Alliance française de Détroit. Et à l'Alliance, notre objectif pour l'instant est de diriger ces ressources vers l'organisation du congrès de la Fédération de toutes les alliances françaises des États-Unis ici à Détroit. Au fait, le congrès devait se passer en octobre 2020, mais vu la situation du Covid-19, cette année, on aura un congrès en ligne et le congrès live aura lieu l'année prochaine en octobre. Donc, merci beaucoup à tout le monde.
Cédric? Merci, au revoir. Lisa, je pense que tu peux fermer le webinaire. Merci beaucoup. Merci, au revoir à beaucoup. tous. Merci à Bonne tous. soirée. Bien. À bientôt. Bye bye. Au Au revoir. revoir.